inspirante pour le coup, qui nous permettra de dire beaucoup de choses. J'en ai entendu beaucoup déjà ce matin et j'ai vraiment apprécié tout ce qui a été dit. J'ai apprécié aussi tout ce qui a été dit cet après-midi. C'est d'une richesse inouïe et j'attends avec impatience les enregistrements pour pouvoir compléter mon carnet. Hein. Donc j'ai suivi la consigne, c'est des réflexions un petit peu à brûle pour point, hein, que j'ai notées sur un cahier, qui ne sont pas encore mises en forme, mais qui vont être ultérieurement mises en forme parce que je crois que ça mérite. Je veux dire, ça mérite, cette contribution collective là est vraiment très riche. Alors, je n'aurai pas le temps de dire tout ce que j'ai pris pour moi, hein, mais vraiment l'héritage vivant dont parlait Daisy Cugna, euh, non pas le maître à penser, mais le maître au travail. J'ai beaucoup estimé, enfin adoré cela, je veux dire. Euh, Celui qui amène à avoir une réflexion à l'international aussi, ça m'a paru très important. Quelqu'un qui transcende, hein, quelqu'un qui ouvre des voies, voilà. Le modèle qui inspire, la figure inspirante, est vraiment quelqu'un qui ouvre des voies pour moi et c'est quelque chose qui mérite, à mon avis, un effort de conceptualisation. Alors, dans un premier temps, très rapidement, bien sûr, je vais essayer de contribuer à la conceptualisation, à la réflexion autour de qu'est-ce qu'une figure inspirante, à partir justement d'un modèle que je trouve c'est quelqu'un qui est pour moi une figure inspirante. Ensuite, je mettrai cette rapide modélisation, je la mettrai au travail, notamment sur le plan relationnel, en examinant la relation entre Marcel Mauss, qui va être la figure inspirante sur laquelle je vais avoir le plaisir de travailler, notamment avec Camille Roelas. Marcel Mauss et Durkheim, ils sont vraiment l'un pour l'autre des figures inspirantes et je pense que ce dialogue entre figures inspirantes donne à ces deux auteurs une carrure extraordinaire. Ce sont des figures inspirantes. Et enfin, peut-être en conclusion, je dirais qu'ils sont peut-être pour moi des figures inspirantes, tous les trois, et je dirais pourquoi. Alors, comment contribuer à la réflexion, à la conceptualisation de cette notion de figure inspirante? Alors d'abord, je remercie tous ceux qui nous ont donné des billes ce matin sur le plan lexical. C'est très important, ça m'évitera de faire peut-être des remarques que j'aurais fait sinon. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre de la réflexion lexicale, hein, sur la figure inspirante. Je retiens aussi la figure inspirante, c'est celle qui aide. Ce sont des dames qui particulièrement ont dit cela, et je leur en céderai. Et la figure inspirante est vraiment quelqu'un qui nous permet d'inspirer, d'expirer, de respirer et d'être un petit peu plus incarné. Donc ça me semble très important. C'est pas que des dames qui l'ont dit d'ailleurs. Donc la figure inspirante, c'est quelqu'un qui accroît la vitalité et qui accroît le sens, qui accroît le désir, qui accroît les émotions, qui accroît la capacité de donner du sens. Alors, dans un premier temps, effectivement, je voudrais mettre la notion de figure inspirante en lien avec le modèle conceptuel, le processuel de René Girard, celui de la mimésis désirante. René Girard dans les années 50-60 à travers de nombreux ouvrages, Vérité romanesque, Mensonge romantique et vérité romanesque, La violence et le sacré, Critique dans un souterrain et bien d'autres, a vraiment développé cette idée que la condition humaine n'est pas essence mimétique et que cette mimésis que d'autres avaient mis en lumière n'est pas seulement la mimésis entre le sujet et l'objet, mais c'est une mimésis du désir. On désire et on désire selon l'autre, qui est le médiateur de ce désir. Et c'est donc une figure triangulaire.
il y a le médiateur qui va inspirer au disciple le modèle. Le médiateur va inspirer à son disciple des objets de désir. Alors ces objets de désir sont pluriels parce que l'homme étant tellement une figure de vulnérabilité qu'il a à sa naissance, dès sa naissance, besoin d'imiter l'autre et donc il va l'imiter dans la vie familiale, dans tous les domaines de sa vie. Il va imiter l'autre dans tous les domaines de l'objectivité, de l'objectivité, si vous voulez. Donc, il va l'imiter sur le domaine amoureux, il va l'imiter dans le domaine culturel, nutritif, pardon, on va manger ce que l'autre nous donne à manger, euh, on va imiter l'autre sur le domaine de l'avoir, de la propriété, du territoire, de la connaissance, bien sûr, tout le processus d'éducation, d'apprentissage se fait grâce au modèle de médiation mimétique, hein, et sur tous les plans, jusqu'à celui de l'être. Et donc, l'homme serait vraiment un maître de désir mimétique et a toujours besoin d'une médiation mimétique. Alors, René Girard a beaucoup travaillé sur, à travers la littérature, il a beaucoup travaillé sur les heures et les malheurs de la mimésis amoureuse, hein, parce que c'est un petit peu l'objet de la littérature, mais de nombreux pédagogues, chercheurs en sciences de l'éducation, etc., sont inspirés de René Girard pour montrer les obstacles, les heures et les malheurs de la mimésis d'appropriation dans l'apprentissage, hein, avec l'échec scolaire, si ça se passe mal, ou au contraire, de la réalisation. Et ce qui me semble très très précieux dans la thématique qui nous permet de travailler ensemble aujourd'hui, c'est que ça inaugure un champ de recherche que je crois très puissant, hein, très heuristique, qui est celui finalement de la mimésis dans le domaine de la recherche, dans le domaine cognitif. Hein. Comment, effectivement, quelqu'un peut être une figure inspirante pour permettre à l'autre de découvrir soit ses propres objets de recherche, soit les objets de recherche de lui-même, etc. Comment il peut devenir une figure inspirante. Alors là, je vais continuer à me référer un petit peu au modèle girardien. Hein. Le modèle triangulaire qu'a étudié Girard est un modèle complexe parce que la relation du disciple au maître est celle d'une mimésis d'appropriation et la relation du maître au disciple est celle d'une mimésis de médiation. Et ces deux mimésis peuvent être très heureuses et la plupart de nos apprentissages nous montrent, qui sont réussis, nous montrent que la plupart du temps, ça se passe bien. Mais René Girard a concentré son œuvre sur là où ça se passe mal. Et je crois que c'est l'intérêt de son œuvre. Hein. Cette relation peut être une relation qui est très complexe, pleine de complications. On peut finalement être très malheureux dans la relation au modèle. Le modèle, la triangulation mimétique, médiateur, objet, apprenti ou disciple, peut être très douloureuse parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'obstacles. D'abord, le médiateur lui-même peut-être un obstacle, hein, pour son disciple. Le médiateur peut finalement montrer qu'il est le seul qui maîtrise un savoir, qui maîtrise un objet, et il peut être à la fois très prosélyte pour que l'autre désire avec lui cet objet d'apprentissage, mais il peut être aussi très jaloux et très envieux de son disciple. Et cela est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, c'est-à-dire que le disciple va sentir que ce maître qu'il adorait en quelque sorte, eh bien, est plein de suspicion à son égard, il est dans une dimension rivalitaire, il devient un obstacle à ce qui était auparavant son désir d'apprendre. Et cette relation a été bien étudiée, non seulement à travers la littérature, mais aussi à travers des œuvres
de sciences humaines, hein. On voit bien l'usage qu'en a fait par exemple Freud quand il parle de la relation parentale et quand il dit le père peut devenir celui qui dit à l'enfant imite-moi mais ne m'imite pas. Imite-moi, mais attention, ne me prends pas certains objets de désir qui me sont propres, ou bien imite-toi, mais à la manière dont je te demande de m'imiter, et certainement pas d'une autre manière, etc. On voit très bien, je n'entrerai pas dans les détails, mais on voit très bien à quel point là, le modèle peut devenir un obstacle et va entraîner une solution une situation de souffrance chez son disciple. Mais le modèle comme obstacle euh, va entraîner une indifférenciation, dit René Girard. L'indifférenciation, c'est qu'on n'ose plus parler du modèle, on va l'écouter, on va l'occulter, on va simplement être dans un désir de prédation par rapport à ce modèle obstacle, et finalement, eh bien, on va le nier en quelque sorte, et ça va entraîner une confusion redoutable. Et cette mimésis douloureuse, cette mimésis obstacle de la part du médiateur, du modèle, du maître, si vous voulez, de la figure qui aurait dû être inspirante, eh bien, ce maître ne peut plus être inspirant, il devient objet de souffrance. Mais cette mimésis pleine de complications chez le maître peut aussi être une mimésis pleine de complications chez le disciple. Le disciple qui au départ admire, apprend, accepte son rôle de disciple, peut devenir à son tour rivalitaire avec le maître. Il va vouloir prendre sa place, il va vouloir, il y a une prédation des objets de savoir, de connaissances, d'essence, etc. Et en fait, il ne laisse pas sa place au modèle. Il n'accepte pas la place du maître, il n'accepte pas la tradition dans laquelle le maître se situe. Et ça devient aussi une source de souffrance très grande chez le maître et chez le disciple. Et bien sûr, cela peut entraîner, alors à tous les niveaux de la société, l'amour, la possession, l'économie, le savoir, etc. Cela va entraîner à ce moment-là, selon le modèle très intéressant de René Girard, cela va entraîner le second schème de la théorie mimétique, qui est le schème disciplinaire. C'est-à-dire que toutes ces confusions, toutes ces oppositions, toutes ces rivalités mimétiques ne peuvent finalement se résoudre. Ils contribuent à faire une crise permanente, une crise rivalitaire, et cela ne peut se résoudre, instaurer de nouveau de la différence, que dans le second schème de la théorie de Girard, qui est le schème du bouc émissaire. Je n'entrerai pas là-dedans aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais vous voyez, ces doubles perturbations provoquent du malheur, provoquent de la souffrance, et bien sûr perturbent complètement la fonction épistémologique, la fonction de la recherche, obture des voies entières, et on connaît tous combien certaines filiations, certains courants sont cousus de violence, d'excommunication réciproque, de rivalité, etc. L'université est particulièrement euh, euh, productrice de ce genre de crise mimétique et sacrificielle très violente. Et donc la relation heuristique, la relation cognitive, la relation de recherche est une relation très fragile qui mérite effectivement qu'on explore ce qui n'a peut-être pas été assez exploré par un intérêt, parce que finalement sa fonction à lui c'est d'explorer la violence et les perturbations, hein, mais on pourrait effectivement, il l'a fait quand même, il nous a donné quelques explications, on pourrait explorer davantage ce que nous pourrions faire à travers cet objet de recherche, explorer comment le modèle peut devenir véritablement une figure inspirante, c'est-à-dire le modèle qui n'est pas obstacle, mais qui va produire de l'inspiration qu'il va rendre à son disciple, qui va le rendre une production de fécondité réciproque en quelque sorte. Donc là, je crois que nous tenons une voie très importante pour définir le bon modèle. Je fais l'hypothèse que la figure inspirante,
serait finalement le bon modèle, hein, c'est-à-dire celui qui va vivre et qui va permettre de vivre la mimésis d'appropriation de manière heuristique, partagée, réciproque, mais pas dans la réciprocité violente du double oui, c'est ça, de la rivalité, mais dans une bonne réciprocité, dont les conditions sont sévères, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ces conditions, il faut y réfléchir. Elles ne sont pas évidentes, donc il me semble que nous pouvons réfléchir à ces conditions. Très rapidement, ici, je dirais que les bonnes conditions sont accueil réciproque, ouverture, accueil inconditionnel du maître pour son espace, pour ses apports, aveu du maître, hein, de la reconnaissance que nous avons du maître, mais aussi reconnaissance de la part du maître, reconnaissance du disciple. Il a le droit de prendre ce que je lui donne sans se l'approprier de manière prédatrice, mais il a le droit de le prendre pour en faire ce qu'il veut finalement. Hein, vous voyez, c'est énorme d'accepter cela et ça n'a pas toujours été accepté dans la tradition universitaire, dans la tradition intellectuelle. Le droit finalement, le bon maître est celui qui, enfin je dis maître, mais je pourrais dire la bonne figure inspirante, hein, et celle qui autorise, qui permet que l'autre soit auteur finalement, hein, qui n'a pas d'attente trop rigoureuse. Cela ne l'empêche pas forcément d'avoir des exigences, notamment une certaine autorité et puis des exigences intellectuelles, etc. Mais fondamentalement, il accueille dans la bienveillance son disciple. Hein, ça me semble très important. Et de même, il y a toute une déontologie aussi, des conditions nécessaires et suffisantes pour être un bon disciple. Le bon disciple, finalement, est celui qui situe le maître dans qui le reconnaît, qui le situe dans une filiation, qui reconnaît ses apports explicitement et qui, en même temps, innove, et il sait quand il innove, et souvent il innove dans le dialogue, donc c'est difficile de démêler le tien du lien, mais il y a quelque chose quand même qui n'est pas de l'ordre de la prédation. Et ça me semble très très important. René Girard avait conceptualisé une notion qui est intéressante. Il parlait de mimésis externe et de mimésis interne. Il montrait comment, dans les temps anciens, la mimésis était facilement externe, c'est-à-dire que le modèle n'était pas forcément imbriqué dans l'intimité avec le disciple, et donc c'était plus facile de reconnaître l'extériorité du modèle et l'extériorité du disciple. Tocqueville nous a bien montré comment en démocratie les frontières interpersonnelles deviennent conflictuelles, comment chacun finalement a peur de l'autre, se rapproche de l'autre, etc. pour le meilleur et pour le pire bien sûr, mais notamment on entre dans une mimésis interne. Et dans cette mimésis interne, eh bien, il va y avoir une défiance, une méfiance, les limites sont très rapprochées et on va se sentir exacerbé par le désir que l'autre nous inspire. On ne se sent pas autorisé non plus dans l'imitation, puisqu'il y a cette exigence d'autorité de la modernité, et donc finalement, on imite dans une espèce de culpabilité, en quelque sorte, ça devient très très conflictuel et très douloureux et très problématique. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais voyez, il y a un travail énorme qui a été fait sur ces notions, et nous pourrions le reprendre à l'occasion de cette définition en commun, finalement, du modèle de la figure inspirante. Dans un second temps, très rapidement, trop rapidement. Très très vite, s'il vous plaît, Marie-Louise, parce que c'est passionnant, mais il faut avancer, mais c'est passionnant. Allez-y. Merci, c'est gentil de m'encourager. Je vais aller très vite. Donc effectivement, Mauss
est vraiment, à mon avis, le comble de la figure inspirante, parce que c'est quelqu'un qui rayonne, et qui rayonne non seulement dans sa vie, hein, il a eu des disciples extrêmement féconds, il a travaillé avec des collègues comme Hubert, etc. Il a travaillé tous azimuts. Ce n'était pas du tout quelqu'un qui était intimidant et qui se posait comme un absolu indépassable. D'ailleurs, lui-même, il était souvent dans la fragilité, il n'a pas fini sa thèse, etc. Mais en même temps, il était insatiable dans son désir d'apprendre et de transmettre et de partager. Donc, je pense qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Mais il me semble que la clé une des clés, hein, soyons modestes, de cette figure inspirante, c'est justement sa relation mimétique très optimale avec Durkheim. Pas toujours harmonieuse, hein, mais optimale, je crois, justement, même dans ses désaccords. Émile Durkheim, qui est le frère de sa mère, a 12 ans de moins que lui, et dans sa tradition familiale, hein, une famille juive de rabbins de part et d'autre, eh bien, on accepte la tutelle du neveu, on va l'éduquer, surtout quand le papa de Marcel meurt, enfin, Émile Durkheim veut éduquer participer en tout cas à l'éducation de son neveu, et il le fait le mieux possible à Bordeaux, à Paris, et il l'accompagne dans le succès. Marcel Mauss va obtenir l'agrégation de philosophie, etc. Et il va l'inviter dans toutes ses œuvres communes, dans des œuvres communes. Ils vont travailler ensemble d'abord à réfléchir à la sociologie naissante, à l'anthropologie naissante. Il partage à la fois un philum très fort qui est celui de la tradition juive, mais d'une tradition juive en rupture, et il partage aussi le philum du républicanisme et d'un socialisme un peu utopique. Il partage tout le philum philosophique et l'enthousiasme de créer ensemble, d'innover ensemble dans l'invention des sciences humaines et sociales. Donc, dans l'atelier de Durkheim, pour reprendre l'expression de Camille Tarot, il y a une coopération et il y a un travail donc partagé entre l'oncle et le neveu, mais quelque chose qui est partagé avec d'autres aussi et qui crée un univers commun. Je pense que Durkheim a été très austère et très sévère avec son neveu, mais sans forcément le brimer dans ses capacités cognitives et de recherche. Il l'a critiqué, bon, il voulait qu'il finisse sa thèse, il voulait beaucoup de choses, mais il me semble que cela n'a pas été très gênant. Je crois que Michel Fabre nous a mis sur une piste très intéressante ce matin quand il disait qu'il avait deux figures inspirantes, deux mères. Je crois que Marcel Mauss avait deux oncles qui l'ont beaucoup inspiré, non seulement Émile Durkheim, mais il y avait aussi Sylvain Lévy, hein, qui était anthropologue du religieux, et donc ces deux lui ont permis finalement peut-être de trouver davantage sa voie, même si c'était des traditions acceptées de part et d'autre et des filiations acceptées. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je les dirai dans d'autres espaces. Il me semble là que nous avons des bons modèles de figures inspirantes parce qu'ils ont été des figures heureusement inspirées. Donc il y a une dimension de filiation qui peut peut-être expliquer la réussite exceptionnelle de certaines figures inspirantes. Vous savez comme moi que Lévy, Cadois, Lévi-Strauss, Louis Dumont et tant d'autres sont des petits-enfants spirituels de Marcel Mauss. Vous savez aussi cette espèce de reconnaissance possible par le mouvement très actuel du Mauss, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, qui à travers ce sigle se réfère à Mauss comme un totem en quelque sorte, un modèle inspirant, mais jamais comme un gourou. Hein. Enfin, je m'arrête là, mais vous avez compris
qu'à travers ce bref exposé, je vous ai parlé de 3 de mes figures les plus inspirantes dans ma vie personnelle et dans ma pensée, René Girard, Durkheim et Mauss, peut-être parce qu'il y a entre eux une filiation à la fois reconnue et indirecte. Je crois que René Girard a redécouvert, sans les avoir jamais lus ni étudiés directement, Durkheim et Mauss à travers la tradition de l'anthropologie anglaise. Je vous remercie et donc merci surtout de cette belle occasion de travailler avec vous sur cette thématique. Merci beaucoup à Camille et Hélène.